Ce texte, il est en ligne sur le blog Hypothèse Académie. Je vous encourage vraiment à aller le lire en entier. La collègue s'appelle Nathalie Cou, elle ne pouvait pas le lire aujourd'hui, je le lis à sa place. Et donc, elle commence par une phrase de Virginie Despentes qui dit « On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours mal. » Et elle cite ce passage de l'étude d'impact qui est absolument hallucinant. Sur 187 pages d'étude d'impact, il y a un petit paragraphe sur le fait que la LPPR, ça va être génial pour nous les femmes. Et donc, je vous laisse savourer ce passage absolument hallucinant. Tout dispositif qui permet aux femmes d'entrer plus tôt dans les métiers de la recherche leur est favorable. En effet, les Françaises ont en moyenne leur deuxième enfant vers 31 ans et les femmes diplômées de l'enseignement supérieur ont leur premier enfant en moyenne à 29,6 ans. Les recrutements dans le corps des maîtres de conférences se font en moyenne à 34 ans, soit un âge auquel les besoins éducatifs des enfants sont encore particulièrement importants. Le dispositif prévoit à cet égard que le contrat de pré-titularisation, puisque c'est maintenant le nom qu'on va donner à ces contrats de précarité intensive, peut être prolongé dans la limite des durées de congé maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil d'enfants. Alors voilà ce que nous dit notre jeune collègue. À un moment, il y a un Jean-Christophe ou un Damien quelconque, une Stéphanie peut-être, qui a reçu un appel de son N plus quelque chose pour lui dire « Il faut tout de suite rédiger un paragraphe pour leur dire que la LPPR c'est bien pour les femmes, même plus, c'est mieux pour les femmes. Tu sais, comme pour les retraites, vas-y, je compte sur toi. » Alors Jean-Christophe, il s'est exécuté, mais il devait avoir d'autres choses plus marrantes à faire, donc il a été un peu vite. Et il nous a pondu ce paragraphe. Alors, elle cite cette phrase « Tout dispositif qui permet aux femmes d'entrer plus tôt dans les métiers de la recherche leur est favorable. » Plutôt que quoi, que quand, que qui, j'en crie. La réduction du temps entre la soutenance et l'embauche dans l'ESR n'est pas synonyme de dispositif favorable aux femmes. Le nombre d'étudiantes est supérieur à celui des étudiants, mais la proportion de femmes dégringole dès la thèse. Et l'écart va se creusant à mesure qu'on grimpe les échelons hiérarchiques. Tôt ou tard, il faudra les embaucher à part égale avec les hommes. Idem pour les salaires. Enfin, au risque de paraître excessivement susceptible, moi qui suis femme, je ne demande pas qu'un dispositif me soit favorable. Juste me conviendra parfaitement. Ce n'est pas une faveur de lutter contre les inégalités, c'est la base. Et pour établir la parité, il faudra recruter autant d'hommes que de femmes. Simple, basique. Or, l'ESR manque déjà de mixité et de diversité, et en manquera davantage dans l'avenir, grâce à des nombreux dispositifs récents, Bienvenue en France, Parcoursup et la loi Recherche, étant les plus évidents freins à la richesse du débat par la diversité des participants et à l'égalité des chances entre toutes et tous. Elle cite un autre passage qui dit « En effet, les Françaises ont en moyenne leur deuxième enfant vers 31 ans, et les femmes diplômées de l'enseignement supérieur ont leur premier enfant en moyenne à 29,6 ans. » La personne qui rédige cette phrase, celle, au moins une, qui la relit, une troisième qui la valide, est-ce qu'elles savent que cet argument est cruel et stupéfiant? On ne résoudra pas les inégalités d'emploi dans l'ESR par des calculs de timing procréatif et d'horloge biologique, en fait. Si novatrice et surprenante que puisse paraître cette idée, la procréation ne régit pas toute la vie des femmes. L'âge du premier accouchement ne peut en aucun cas constituer une explication satisfaisante aux disparités de carrière entre hommes et femmes dans l'ESR. Pour répondre rapidement au point qui préoccupe les rédacteurs, l'utérus des chercheuses, on ne fait pas d'enfants au moment d'entrer dans une carrière. Pas uniquement parce qu'on n'en a pas envie, non, mais aussi parce que ça plombe dans l'ESR comme partout ailleurs. Le début de carrière des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs est déjà très long. Déjà, pourquoi l'allonger encore? La thèse, même avec un contrat, ne permet pas de faire un enfant dans des conditions matérielles stables ni sereines. Aucun contrat doctoral ne permet l'embauche d'une nourrice. Peu d'équipes ont la possibilité d'adapter les emplois du temps de cours, de colloques ou de restitution des résultats en fonction de la grossesse d'une doctorante ou d'une postdoc et des horaires de la crèche. Si l'argument était valable, ce qu'il n'est pas, on pourrait opposer que retarder encore l'âge de la première grossesse par un nouveau CDD, qui posera rigoureusement les mêmes problèmes que le contrat de thèse, est absurde. Ce n'est pas en accentuant la précarité des carrières des chercheuses qu'elles seront plus libres de faire des enfants quand elles le souhaitent. Quelles sont les chances pour une femme de se voir titulariser si sa grossesse intervient à la fin de son contrat de pré-titularisation? Alors on attend, bien obligé. Et il arrive que ce choix se révèle douloureux. L'argument en cela est cruel. En revanche, il est temps d'ouvrir des crèches sur les campus, de prévoir des allongements de crédits, de contrats automatiques sur des projets qui engagent une doctorante ou une postdoctorante en congé maternité, et avant tout, de permettre un accès rapide à un emploi stable. La précarité n'ouvre à aucune liberté.
En allongeant la durée des contrats précaires ou en important l'oxymore du CDI de mission dans l'ESR, ce n'est pas seulement la liberté de chercher qu'on menace, c'est la liberté de fonder une famille pour toutes celles ou tous ceux d'exercer dans l'ESR, l'indépendance matérielle des femmes. La précarité, c'est aussi souvent renoncer à quitter un conjoint faute de pouvoir louer un logement, quel que soit le niveau d'études. La précarisation des carrières est incompatible avec la lutte contre les violences faites aux femmes. Non, ce n'est pas ainsi que les métiers de la recherche seront plus attractifs, ni les femmes plus libres. Mais surtout, c'est réducteur à un point assez sidérant de considérer que l'emploi des femmes est uniquement par le prisme de leur potentialité procréatrice. N'y avait-il rien d'autre à constater? Les femmes représentent 45% des MCF, mais 26% des professeurs des universités. C'est à cause de leur accouchement tardif? En quoi le contrat de pré-titularisation, même allongé de la durée d'un congé maternité, peut-il influer positivement sur cette répartition? Nous ne sommes pas des ventres. Nous ne sommes pas tenus à l'écart de la plupart des positions hiérarchiques de l'ESR par notre irrépressible volonté de procréer. Il n'y a pas d'emploi parce qu'il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de femmes parce qu'il y a des inégalités à combattre. Les projections du ministère, les dernières disponibles qui datent de 2013, situent la parité parmi les PU en 2068. Ça fait combien de générations de chercheuses à attendre? Alors cette collègue nous dit qu'elle fait partie des privilégiés, qu'elle entame son 2e CDD à 2 ans de la soutenance et qu'elle s'en arrange parce qu'elle peut pour l'instant, mais que ça ne durera pas éternellement, comme ça. Elle et son fils aimeraient bien qu'elle partage des vacances, puisque le ministère se préoccupe de sa vie de famille. Or, la précarité, ça veut aussi dire renoncer au congé maladie, renoncer aux vacances pour venir à bout de la mission trop copieuse, si l'on considère le temps nécessaire pour trouver un contrat suivant, pour candidater aux rares postes, pour constituer un réseau, pour poursuivre et diffuser sa recherche. Et donc la dernière phrase qu'elle commente est celle qui dit « Le recrutement dans le corps des maîtres de conférences se fait en moyenne à 34 ans, soit un âge auquel les besoins éducatifs des enfants sont encore particulièrement importants. » Oui, et cette phrase reste un mystère. On aurait aussi pu écrire « Il reste de la vaisselle dans l'évier, merci de vous en occuper ». Ça aurait été tout aussi éclairant. Les femmes sont donc davantage sollicitées jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et donc, on prend acte et on ne change rien. Doit-on comprendre qu'elles sont moins susceptibles d'être recrutées dans le corps des maîtres de conf parce qu'elles sont accaparées par leurs petits? Il faut encore attendre pour les embaucher. Et puis, elles seront trop vieilles, trop fatiguées, plus assez décoratives pour les réunions importantes, c'est ça? Dès lors, ce ne sont pas seulement cette petite ligne, rapidement rédigée, qui solde la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les 187 pages du texte de l'étude d'impact de la LPPR. C'est bien un positionnement sur la condition féminine dans l'ESR et au-delà qui est révélé. La question de la place des femmes dans la recherche est abordée en considérant leur maternité potentielle. C'est tout. Les disparités salariales à grade égal, la diminution du nombre de femmes dès l'inscription en thèse alors qu'elles sont majoritaires auparavant, les freins à la carrière qui conduisent à une très moindre proportion de femmes parmi les professeurs des universités ou les directeurs de recherche, le moindre nombre de femmes déposantes et lauréates, logiquement mais pas seulement, aux appels à recherche ANR ou Horizon 2020, ne sont même pas évoqués. Comment ne pas lire dans ces lignes des propos réactionnaires sur les femmes et les moyens mis en œuvre pour atteindre l'égalité entre femmes et hommes? L'émancipation est en fait incompatible avec la précarité subie. La LPPR est injuste pour tous et toutes, mais avec cette petite ligne, on a bien compris qu'elle se préoccupait encore moins de l'aide avec toutes qu'avec tous. Alors on va le dire clairement mais fermement, on n'a pas écrit une thèse avec son utérus. Nos recherches ne sont pas plus dépendantes de nos désirs de procréer ou non que celles des hommes. Il n'existe aucune justification aux inégalités entre femmes et hommes dans l'ESR, si ce n'est les résidus rances d'un patriarcat qui ne l'est pas moins. La précarité subie fragilise. Pour l'heure, la place des femmes dans l'ESR doit être renforcée. Ce texte, plein d'effluves irrespirables d'une conception hors d'âge de l'emploi des femmes, on va donc rejoindre Virginie Despentes, c'est terminé, on se lève, on gueule et on prend notre place.